C'est parti. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Monsieur Vézina de l'Association Restauration Québec va faire l'introduction. Ouais, alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Mon nom est Martin Vizina. Je suis le vice-président aux affaires publiques gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de notre série Santé et sécurité au travail. Le thème prévu pour aujourd'hui concerne les jeunes travailleurs de l'industrie, un groupe important puisque la restauration, pour plusieurs d'entre eux, c'est leur porte d'entrée dans le marché du travail. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le webinaire cherche à vous donner des outils pour favoriser l'accueil et l'intégration de ces travailleurs dans vos établissements. Donc, au cours de cette formation, vous en apprendrez davantage sur les enjeux, les pièges à éviter lors de cette phase critique là, d'accueil et d'intégration des travailleurs, des jeunes travailleurs, mais aussi de vous familiariser à la création d'un plan d'accueil et d'intégration efficace en santé et sécurité au travail pour cette catégorie de travailleurs. Ce webinaire, vous savez, s'ancre dans les différents outils en santé et sécurité au travail que la RQ conçoit, et cela depuis très longtemps. Vous l'avez sûrement constaté. On produit du matériel relié à des bonnes pratiques SST qui sont tous accessibles gratuitement, pas juste aux membres de la RQ, mais à l'ensemble de l'industrie. Vous pouvez le voir là, sur notre microsite Santé et sécurité au travail que vous pouvez trouver là, sur notre site web là, en cliquant dans les ressources. On offre aussi de l'accompagnement par le biais de notre mutuelle de prévention qui peut vous permettre de faire des économies sur vos cotisations à la CNSST, mais aussi de profiter d'un accompagnement qui est personnalisé pour vous lorsque vous avez des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous assister à ce niveau-là. Je vous dirais que toutes ces actions-là ont permis quelque chose au fil du temps. Nos taux de cotisation pour l'industrie, pas juste pour les membres de la mutuelle, mais pour l'ensemble de l'industrie, ont été réduits énormément parce qu'on voit les efforts collectifs qu'on a faits. On a baissé le nombre d'accidents dans notre secteur et la gravité de ceux-ci depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'on a un excellent taux de cotisation à la CNSST. À titre informatif, parce que je suis sûr qu'on va avoir ces questions, vous allez recevoir par courriel d'ici quelques jours un lien pour revoir ce webinaire ainsi que le PDF de la présentation. Vous allez être aussi en mesure de trouver dans notre section webinaire, de le pouvoir réécouter ce webinaire dans notre section webinaire sur notre site web au www.restauration.org. Permettez maintenant, moi, de passer la parole à notre animatrice aujourd'hui, Mme Maryse Desjardins de TELUS Santé qui va vous accompagner là, dans la prochaine heure de ce webinaire. Merci, Monsieur Vézina, pour cette introduction-là. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous encore une fois pour cette rencontre qui est un de mes sujets chouchous, c'est l'accueil des gens en santé et sécurité au travail. Donc aujourd'hui, le but de l'agenda de la rencontre, si on veut, va se diviser en quatre parties. D'abord, les défis puis les enjeux reliés au contexte de l'embauche des jeunes travailleurs, l'identification des risques et l'analyse des risques pour eux. Et on va terminer avec les bonnes pratiques au niveau de l'accueil en santé et sécurité au travail. Évidemment, moi, je suis plus au niveau de la santé et sécurité au travail, dans les bonnes pratiques dans ce webinaire-là. On axe davantage sur les jeunes, mais dites-vous qu'en plus, ça va vous servir pour les autres travailleurs, peu importe leur âge, dans votre accueil, là, que ce soit avec le début de la saison d'été qui commence bientôt ou en cours de route, ou même quand vous transférez un travailleur d'une fonction à une autre au sein de votre organisation. On va évidemment terminer par une courte période de questions parce qu'on a beaucoup de matériel aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas en cours de route à inscrire vos questions ou vos commentaires dans le clavardage ou encore dans la fonction foire aux questions, Q&A dans Zoom. Je vais tenter de me garder du temps pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Sinon, je me rendrai disponible après le webinaire si nécessaire. On pourra s'organiser par la suite. Donc, il y a des documents qui vous sont acheminés après. Je veux commencer par une petite mise en garde parce qu'on va parler des modifications aux lois tout à l'heure, entre autres dans le contexte lié à l'embauche des jeunes travailleurs. Donc, évidemment, la présentation qui suit n'est pas un avis juridique, mais une revue des différentes publications de la CNSST, des publications qui sont actuellement dans le site du gouvernement du Québec au niveau des changements législatifs. Donc, et au surplus, je vous dirais,
Ces dispositions-là sont relativement récentes, hein. Ils datent de 2023, les changements qu'on va voir à la loi. Donc, il n'y a pas de jurisprudence encore d'interprétation de ces articles-là. Donc, on y va avec ce qu'on a parcouru à titre de recherche au niveau des différents sites de la CNSST par rapport à ça. Donc, euh, premièrement, tout au long du webinaire, on va utiliser le cas de Joanie. Donc, Joanie, c'est la fille de Martin, un des serveurs expérimentés de votre restaurant. On va faire une mise en situation. Donc, ça va nous permettre d'appliquer chacune des étapes ensemble avec le cas de Joanie. Donc, Joanie a 15 ans et son père vous demande, par exemple, de l'engager pour l'été en prétextant qu'elle est super bonne en cuisine. Donc, elle a juste 15 ans, mais ça donne bien parce que votre aide cuisinière est en assignation temporaire suite à un accident. Elle a eu une vilaine coupure dans la cuisine. Puis, au surplus, imaginez que vous allez vous en servir aussi pour le service en salle. Donc, tout au long de la présentation, on va se servir du code Joanie pour justement voir à rendre ça encore plus pratique. Ma première question pour vous, puis je vous invite à utiliser le clavardage pour ça. euh, Quels sont les défis, selon vous, puis les enjeux que vous devriez considérer spontanément, là, ce qui vous vient en tête tout de suite avec l'embauche de Joanie dans votre restaurant? Êtes-vous en mesure de me nommer des enjeux ou des défis par rapport à son embauche? Donc, je vous laisse quelques secondes pour m'écrire dans le clavardage. Voyez-vous des enjeux, particulièrement à cause de son âge, bien entendu, et de sa situation particulière? Qu'est-ce qu'on devrait euh, accrocher où on devrait porter une attention plus particulière par rapport à l'embauche de Joanie? Le favoritisme, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Mais oui. Mais évidemment, c'est sûr qu'il pourrait avoir potentiellement des conflits dans l'équipe. Sa formation, oui, bien entendu. Le nombre maximal d'heures à respecter, oui. Vu qu'elle est aux études, on va réviser ça tantôt ensemble. Les appareils, euh, oui. Ce qui est le fun avec notre présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on va vous donner, je vous donne mes punches tout de suite, on va vous donner des trucs pour identifier, on va vous donner l'identification puis l'analyse des risques par rapport justement aux appareils en cuisine. Mauvaise utilisation des appareils, oui. Est-ce qu'on verrait d'autres enjeux par rapport à la situation particulière de Joanie? On a parlé de sa formation, son niveau de maturité. Oh, excellent, oui. Ça fait partie des enjeux à considérer par rapport aux jeunes en milieu de travail. Si je vous montre en gros ce que j'ai recensé au niveau des différentes recherches et des documents qui sont publics, qui ont été utilisés, entre autres, au niveau de l'élaboration de la fameuse loi qui permet l'encadrement du travail des jeunes, bien, il faut savoir, une première donnée importante, c'est que à chaque jour, il y a 31 jeunes qui se blessent dans nos milieux de travail au Québec. J'ai malheureusement pas le split précis au niveau de la restauration, au niveau du nombre d'accidents par jour. J'ai une panoplie de statistiques devant moi, mais évidemment, je vous les partagerai pas toutes parce que ça a été étourdi. Mais effectivement, chez les moins de 15 à 24 ans, il y a quand même un nombre impressionnant d'accidents. La CNSST mentionne, entre autres, il y a environ 10 000 jeunes qui sont blessés au travail dans le secteur, au Québec, par contre, excusez-moi. Ce qu'il faut retenir au-delà des statistiques, le premier enjeu à présence, puis vous me l'avez signalé, c'est le manque d'expérience et de formation. Peut-être que notre amie Joanie a suivi des cours par-ci, par-là sur Internet ou encore au niveau des différentes applications de formation en ligne pour, parce qu'elle a un intérêt pour ça, puis peut-être qu'elle va s'en aller en études à l'ITHQ, peu importe, c'est une hypothèse. Mais il reste que le manque d'expérience et de formation, c'est un enjeu par rapport aux jeunes de façon plus précise. En fait, dans cette diapositive-là, il faut considérer les enjeux au niveau du jeune. Après, on regardera les défis pour vous comme gestionnaire, qu'est-ce que ça représente pour vous. Donc, euh, les statistiques le montrent, ceux qui arrivent dans un emploi, un nouvel emploi,
dans les 6 premiers mois, ils ont 50 des chances d'avoir un accident de travail. Donc, à plus forte raison, les jeunes qui n'ont pas d'expérience vont avoir cet enjeu-là. Il y a un enjeu important au niveau des jeunes, c'est les conditions de travail versus l'horaire de travail et particulièrement le nombre d'heures de travail. Donc, au niveau des heures de travail, il est noté dans une étude, ce que j'ai trouvé intéressante, j'ai trouvé ça hier, c'est que les jeunes dormiraient, les jeunes, particulièrement les jeunes du secondaire, dormiraient en moyenne 3 heures de moins par semaine s'ils occupent un emploi de 10 heures. Donc, imaginez l'impact que ça a sur une saison beaucoup plus longue qu'un seul trimestre, mettons. Si un jeune travaille pendant une période moyennement longue, l'impact que ça a, entre autres, sur le sommeil. Donc, et les conditions, les exigences physiques de certaines tâches vont faire en sorte qu'ils sont plus à risque de se blesser, bien entendu. On parle au niveau des charges de travail. Un jeune qui aurait un accident de travail euh, au moment du secondaire, qui développe une incapacité à certaines tâches, ça va le suivre toute sa vie. Un autre enjeu important, c'est que ils ont besoin de plus d'encadrement et de supervision. Puis ça, c'est dû entre autres à la perception du risque par rapport à la perception du risque au travail comme tel. Les études en psychologie ils montrent qu'il y a vraiment un décalage entre ce que le jeune perçoit comme situation versus la réalité. Ça, probablement, ceux qui ont des ados dans la salle, vous me direz que je vous apprends rien par rapport à ça, mais il reste que la perception du danger est toujours influencée par un paquet de facteurs qui sont propres à l'individu, dont, par exemple, ses valeurs personnelles, son niveau de maturité, ça va entrer là-dedans, les valeurs familiales aussi, parce que les parents ont énormément d'impact sur le comportement du jeune par rapport au risque au travail. C'est ce qui est recensé notamment dans les études. Donc, voilà. Au niveau de le dernier enjeu qui est important, c'est la pression et le stress. Ici, on fait plus référence à la pression de performance. C'est que, comme tout le monde, quand on se fait embaucher dans un nouvel emploi, on veut toujours faire en sorte qu'on paraît bien, qu'on est à la hauteur des attentes qui ont été présentes dans l'entrevue, par exemple, d'embauche. Mais dites-vous que par rapport à un jeune, cette pression-là est encore plus forte parce que c'est leur première expérience de travail la plupart du temps. Donc, c'est sûr que la volonté de vouloir bien paraître est encore plus présente. Donc, voilà. Et évidemment, les 5 cases vertes, évidemment, c'est les causes qui sont recensées le plus par la CNSST au niveau des accidents de travail pour les jeunes. De votre côté à vous, ce qu'il faut considérer, entre autres, c'est certains pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Donc, on vient de voir les enjeux vis-à-vis les jeunes. Maintenant, les pièges qui vous concernent, vous, comme gestionnaire, sont les suivants. J'ai déjà entendu des clients nous dire des phrases comme celui-ci. Peut-être qu'au niveau de la compétence du nouvel employé, pour prendre la compétence du nouvel employé pour acquise, des fois, c'est un billet qui est là puis qui peut nous influencer. On peut engager quelqu'un qui a un énorme CV, puis on va se dire, ah, ben, il est compétent pour faire la job. Sauf que ça peut être problématique. Des fois, il y en a qui sont très bons, performants en entrevue, mais quand arrive la réalité, les compétences ne sont pas toujours aussi pointues. Donc, on pourrait se dire, bon, dans le cas de Joanie, son père m'a dit qu'elle est super bonne en cuisine, donc je n'aurais pas besoin de mettre énormément d'heures pour la former. C'est un premier piège qu'il faut pas, et dans lequel il ne faut pas tomber. Ne pas vérifier les apprentissages, son expérience pratique, ça, c'est un problème souvent, comme pour les raisons que je viens de vous mentionner. Euh, pour Joanie, par exemple, on pourrait penser à la formation au SINDUT ou d'autres formations obligatoires comme l'utilisation d'un transpalette électrique, si ça s'applique à votre cas. Quand on embauche un travailleur, on peut avoir une attestation qui démontre la formation théorique qu'il y a eu, mais il ne faut pas oublier qu'habituellement, la CNSST demande toujours un aspect pratique dans l'entreprise qui embauche. Donc, peu importe l'âge. Donc, même chose pour les jeunes travailleurs. Donc, par exemple, dans le cas de Joanie, si on voulait la faire travailler en cuisine,
ben, on sait que la formation Simdut est obligatoire pour toute personne qui entre en contact avec des produits. Il faudrait peut-être vérifier qu'est-ce qu'elle a eu comme formation, par exemple. Un autre piège de ne pas tomber dedans, c'est attendre la fin de la période de probation pour agir. Donc, on pourrait penser, bah, elle va rester seulement quelques semaines, je l'engage pour l'été, donc elle s'en va à l'automne, je ne mettrai pas trop de temps là-dessus. Donc, évidemment, c'est un piège pour lequel aussi il ne faut pas tomber. Ne pas former, c'est un pari risqué, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Euh, Près de 50 des accidents surviennent dans les premiers mois d'une embauche, donc ne pas former, c'est un risque important. Et je vous rappelle aussi, je ne sais pas si certains dans la salle ont déjà suivi d'autres webinaires avec moi dans le passé, mais souvent, je vais faire référence à la diligence raisonnable qui décrit bien votre responsabilité comme employeur et comme gestionnaire, c'est-à-dire que vous devez mettre en place toutes les mesures pour éviter le plus possible que vos employés se blessent dans le milieu de travail. Ça peut vouloir dire être prévoyant, être efficace dans ces mesures, puis d'agir, de faire preuve d'autorité dans l'application des règles. Donc, au niveau de la prévoyance, bien, évidemment, la formation est un enjeu important, puis il faut que vous preniez ça en compte. Un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est votre propre perception des risques. Autrement dit, banaliser un peu les risques par rapport à ses employés. Ne paniquons pas, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas sérieux dans votre façon d'évaluer les risques, mais ma grand-mère, elle disait toujours, quand on est collé sur l'arbre, on ne voit pas le reste de la forêt. La perception du risque, elle va évoluer avec le temps, puis on finit par ne plus le voir, le risque. Ça, vous le savez comme moi, on finit par ne plus considérer, on n'a jamais eu d'accident par rapport à telle tâche, donc on juge, notre cerveau interprète ça comme un risque moindre. Donc, il faut faire attention à notre propre perception. Parce qu'on est habitué de travailler avec ces équipements-là, on a développé certaines routines, et lorsqu'arrive un changement dans la routine, bien souvent, c'est là qu'on va voir, puis pour des petites tâches, des tâches très légères, moins à risque, des fois, on va voir que c'est là qu'arrive l'accident. Donc, notre cerveau va interpréter les situations en fonction de la gravité du risque, puis de l'exposition à ce risque-là. Donc, encore une fois, comme on l'a vu tantôt, il faut faire attention à considérer la perception du jeune. Un truc que je vous suggérerais de faire, si vous embauchez pour la prochaine saison, c'est au lieu de demander aux jeunes, est-ce que tu penses que la restauration, c'est un domaine dangereux? Parce que forcément, il va vous dire, ben non, c'est pas dangereux. Demandez-lui plutôt, quel risque tu vois dans la cuisine ou quel risque tu vois dans la salle de service de se blesser dans le cadre de tes tâches. Donc, juste changer la façon dont on formule la question, ça va vous en donner beaucoup plus sur comment il perçoit le danger. Puis en même temps, vous allez pouvoir vérifier ses connaissances par rapport à la restauration. C'est toujours référence au cas de Joanie. Ça va nous permettre de vérifier comment elle voit ça, c'est quoi sa perception des dangers, puis c'est quoi son expérience ou c'est les informations qu'elle détient par rapport aux risques en cuisine. Évidemment, il va falloir l'adapter parce que les équipements en cuisine ne sont pas pareils comme dans n'importe quelle euh, situation à la maison. Un dernier piège, avant qu'on passe au point suivant, parce que moi j'ai un petit problème de souris. Ah, bon, des fois on va se dire, parce que le dernier piège, c'est de ne pas documenter ses activités d'accueil et d'intégration, justement parce qu'on se dit, c'est un jeune, il ne restera pas longtemps, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je complète tous les papiers? Oui, encore une fois, il ne faudrait pas tomber dans le piège que ça prend trop de temps à faire de la paperasse. On va vous présenter des moyens pratiques. Vous allez voir, vous n'aurez pas beaucoup de temps à mettre avec ce que je vais vous mentionner tantôt, puisque je vais vous présenter tantôt. L'ARQ a tout prévu par rapport à ça avec la collaboration de notre équipe chez TELUS Santé. Donc, on vous fournit pratiquement tout déjà près d'avance. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de temps à investir. Mais il faut documenter les activités d'accueil
parce que ça fait partie des responsabilités qui sont dévolues aux employeurs dans l'article 51. Notre loi sur la santé et sécurité au travail, elle mentionne qu'il faut former et informer les travailleurs, mais la diligence raisonnable, comme j'ai fait mention tout à l'heure, euh, euh, vous demande de garder des traces en santé et sécurité. S'il arrive un accident grave demain matin dans votre restaurant, il faut que vous soyez en mesure de démontrer que vous avez été un employeur responsable. C'est ça le but de l'intelligence raisonnable au final. Si on applique ce concept-là, ben, ça vous protège comme gestionnaire et comme organisation en cas de blessure grave. Donc, au niveau du contexte légal, c'est la fameuse loi sur l'encadrement du travail des enfants qui est venue modifier principalement la loi sur les normes, mais aussi la loi sur la santé et sécurité au travail. En fait, le chemin est un peu tortueux. Elle est venue modifier la loi qui modifie le régime de santé et sécurité au travail, qui modifie la loi sur la santé et sécurité. Je n'irai pas trop loin dans les mises à jour et les dates de mise en vigueur parce que je vais vous perdre, c'est sûr. Mais considérez que ce que je vais vous montrer, c'est déjà en vigueur actuellement et ça concerne l'âge minimal, comme on a introduit tout à l'heure, puis les heures de travail. Donc, un premier article qui est ajouté à la loi sur les normes du travail, c'est qu'il est interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités ou qui sont susceptibles de compromettre son éducation ou nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral. Ça, c'est le principe de base que le ministre du Travail, M. Boulay, a voulu mettre en application, c'est de favoriser la fréquentation scolaire, puis ne pas nuire au développement du jeune, à la fois au niveau de son développement physique et moral, mais aussi au niveau de son développement scolaire, de ne pas nuire à sa scolarité et à prévoir les risques au niveau du milieu de travail. Le hic, c'est que la loi sur les normes du travail, elle ne définit pas c'est quoi un enfant. Donc, il n'y a pas de définition du mot enfant dans la loi. Donc, on va considérer les moins de 18 ans, hein, parce qu'on est légalement adulte à 18 ans. Donc, ça, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Donc, vous avez sûrement vu dans les médias ou dans les journaux, peu importe, que l'âge minimum maintenant est de 14 ans. Donc, en principe, on ne devrait pas faire travailler un jeune de moins de 14 ans, sauf exception. Et dans votre cas, il y a une exception qui peut s'appliquer, c'est celui d'un enfant d'un employeur. Donc, la loi définit assez bien puis, qu'est-ce que l'enfant de l'employeur. Donc, c'est strictement ces situations-là qui sont prévues. Donc, l'enfant de l'employeur ou du conjoint de l'employeur ou d'un administrateur ou d'un associé. C'est tout. Donc, ce qui faisait partie des commentaires dans la prépublication du projet, c'est on ne fait pas référence, par exemple, au neveu ou la nièce de l'oncle puis de l'autre. Donc, c'est la famille proche, la famille immédiate de ces personnes-là qui sont ciblées dans la loi qui est admise. Ça, c'est la première condition parce qu'il y en a d'autres. Peut-être que c'est le cas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ou qui vont engager leurs jeunes au travail? Vous pourrez me le signaler dans le clavardage au passage. Euh, la deuxième condition, ça réduit le nombre de personnes dans la salle qui vont peut-être utiliser les jeunes de moins de 14 ans, c'est qu'il doit y avoir par période travaillée, c'est-à-dire par période dans lesquelles il y a on se fie au nombre de personnes sur le registre de paye, surtout dans la loi. Il doit y avoir moins de 10 employés durant la période travaillée. Le troisième critère, c'est qu'on doit, excusez-moi, j'ai encore un petit peu de problème avec ma souris, et c'est qu'en tout temps, on doit superviser les tâches de ce jeune travailleur. La supervision par un adulte est une des conditions. Et il doit avoir un consentement écrit de la part du parent ou du tuteur. Donc, ça vient limiter de beaucoup. Ben, ça donne des contraintes plus énormes. Vous serez d'accord avec moi sur l'utilisation d'un moins de 14 ans dans votre cuisine ou en salle. Donc, le cas de Joanie, ça va, elle a 15 ans. Par contre, il y aura d'autres conditions qu'il faudra respecter quand même pour la protéger, ça va de soi. Mais si on regarde au niveau des jeunes, il faut avoir les moins de 14 ans, il faut avoir le consentement des parents. Et la CNSST a publié un formulaire pour justement prévoir ces cas d'exception-là. Ils sont listés ici dans le formulaire. Oui, il y en a 8 exceptions,
Donc, en ce qui vous concerne, pour la restauration, c'est l'exception numéro 5. Donc, si jamais vous vouliez engager votre jeune cet été en respectant les conditions qu'on vient de présenter, vous aurez à cocher la case 5 et vous devriez aussi prévoir les tâches qu'il y aura à faire. Oups, j'aurais dû revenir ici. C'est en bas du formulaire ici. On doit présenter les tâches qui sont à faire et on doit aussi préciser le nombre d'employeurs de la semaine qui vont être utilisés. Donc, et je porte votre attention à la petite case ici, en rouge. Ils l'ont mis en rouge et je pense que c'est pas pour rien. C'est que toute modification à l'horaire ou aux tâches doit faire l'objet d'un autre consentement. Donc, et ce formulaire-là doit être conservé pendant une période de 3 ans. Donc, vous me direz, ouais, Maryse, mais si c'est mon enfant à moi, peu importe, tant que c'est un enfant qui correspond aux définitions que je vous ai montrées tout à l'heure, donc l'enfant de l'employeur ou de son conjoint, si vous engagez l'enfant de votre associé, ça s'applique tout autant. Donc, vous avez l'adresse ici pour accéder au site au formulaire de la CNSST. Je ne sais pas si ça va jusqu'à maintenant. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans le clavardage. Euh, ouais. Il y a quelqu'un nous dit dans le clavardage, moi, probablement quand ils vont avoir au moins 10 ans, c'est pas mieux s'ils ne sont pas capables. Bien, effectivement. Au-delà de ces conditions-là qui viennent encadrer de façon plus stricte le travail des enfants de moins de 14 ans, je pense qu'il faut faire preuve, bien entendu, de jugement. Hein. Si votre jeune est pas tout là pour ça, il n'est pas concentré, peut-être que ce serait mieux de ne pas le mettre dans la cuisine, par exemple. On va y revenir tantôt, parce que tantôt, comme je vous l'indiquais dans mon punch de début, on a fait l'identification et la priorisation des risques en milieu de travail. Il y en a une personne qui a levé la main. Je vous donnerai. Attendez un petit peu, je vais essayer de voir si je peux. Oui, je vais vous permettre de poser votre question directement. Je vais en prendre une petite, puis après, on va regarder les autres questions. Oui, Madame Julie. Donc, écoutez, je vais vous C'était laisser. juste une erreur, hein. Ah, OK, pardon. D'accord. Je pense que euh, pour la suite, je vais laisser. Je vais juste attention, juste corriger quelque chose ici. Vous pourrez toujours, en cours de route, encore une fois, me laisser vos questions dans le clavardage. Je jette un petit coup d'œil de temps en temps pour pouvoir y répondre si c'est pertinent en cours de route. Sinon, on va y revenir à la fin. Donc, on a vu les modifications au niveau de l'âge. Maintenant, regardons les modifications au niveau des heures travaillées et des horaires. C'est inclus dans la loi sur les normes du travail. Donc, il faut se rappeler que la fréquentation scolaire obligatoire, elle est de environ 6 ans jusqu'à il y a un critère défini tel quel dans la loi sur l'instruction publique, là, mais c'est entre 6 et 16 ans la fréquentation scolaire obligatoire, sauf exception. Donc, ce que le ministre a voulu rajouter, c'est que pendant la période de fréquentation scolaire, le maximum, c'est 17 heures par semaine, donc 10 heures du lundi au vendredi. Logique, parce que le principe, c'est de faire en sorte qu'ils ne travaillent pas durant les heures d'école. Donc, il faut que du lundi au vendredi, ça ne dépasse pas 10 heures. Donc, ça vient limiter un peu le cadre de la possibilité. Dans le cas de notre amie Joanie, elle a 15 ans, donc la situation ne se pose pas. Dans son cas, elle pourra travailler au-dessus de ces périodes-là. Euh, Au niveau de la période, sauf durant les périodes, excusez-moi, je déparle un peu, on reprend l'explication. Durant la période de fréquentation scolaire, c'est ce nombre-là d'heures maximum qui est prévu. Sinon, euh, c'est possible de l'utiliser plus longtemps lorsque c'est la période des vacances, la période des fêtes, la semaine de relâche. Donc, tant qu'elle n'est pas dans son calendrier scolaire, on peut aller plus avec un nombre plus élevé d'heures de travail. Mais durant la fréquentation comme telle, il faut se limiter à ce nombre-là. Et je vous rappelle que, tu sais, c'est pour les personnes de moins de 18 ans, bien sûr, et moins de 18 ans.
Donc, au niveau du travail de nuit, le principe de base, c'est que le travail de nuit est interdit entre 11 heures et 6 heures. Il y a quelques particularités au niveau de la distance de la maison. Je ne rentrerai pas là-dedans, parce que c'est vraiment trop pointu. Mais retenez qu'entre 11 heures et 6 heures du matin, normalement, on ne devrait pas faire travailler le jeune. Il y a des exceptions qui sont prévues à la loi, comme par exemple dans des travailleurs, par exemple un camelot, bien sûr qu'il va livrer ses journaux peut-être un peu avant 6 heures, mais normalement, l'exception est, c'est des exceptions qui sont prévues dans la loi. Donc, c'est très particulier. Dans votre cas, il n'y a pas d'exceptions qui sont prévues. Autre, il faut qu'on respecte cette condition-là. Il faut savoir aussi, pardon, il faut savoir que dans la loi sur les normes du travail, si on ne respecte pas une des conditions ou une des normes minimales qui sont prévues dans la loi, il y a des amendes possibles. On n'en est peut-être pas là encore, du moins chez notre clientèle, on n'a pas eu d'écho d'équipe des normes qui aurait imposé des amendes dans le cadre de la mutuelle restauration. On n'a pas de données là-dessus. Mais c'est une possibilité. Je ne veux pas insister trop là-dessus, mais il faut savoir que si jamais il y avait une plainte dans une situation de cet ordre-là, il y a des amendes possibles qui peuvent être appliquées. Un autre aspect important, puis je vais aller un peu plus vite là-dessus, parce que je veux me garder du temps pour le processus d'accueil comme tel. Vous connaissez sans doute notre loi sur la santé et sécurité au travail qui donne l'obligation d'éliminer à la source les risques pour la santé et la sécurité du travail. L'article 51 donne l'obligation à l'employeur de former et d'informer adéquatement les travailleurs, donc en particulier pour les jeunes qui auraient moins d'expérience, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qu'il faudra considérer notamment, il y a un article dans la loi, mais il s'applique pas vraiment au niveau de la restauration, c'est sur l'âge des travailleurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cet article-là qui donne l'obligation de former et informer les travailleurs sur les risques. Euh, Ici, il y a certaines particularités qui vont être en vigueur au 6 octobre. Il faut savoir actuellement qu'on est dans la période du régime transitoire, le régime intérimaire à la CNSST, qui a commencé en 2022 et qui va se terminer en 2025. Donc, il y a une loi qui s'appelle la loi sur la modification au régime de santé et sécurité au travail, LMRSST qu'on appelle, qui est venu mettre en place euh, différentes actions ou activités que l'employeur devra respecter en santé et sécurité au travail à travers le temps. Il y a des modifications qui sont entrées en vigueur en 2022, 23, 24 et ainsi de suite. Puis la fin de ces mises à jour va être en octobre 2025. Ça concerne plus particulièrement le contenu du programme de prévention qui va être finalisé et devra être à jour au 6 octobre. Mais retenez, peu importe les dédales là, de changements législatifs ou réglementaires, retenez que dès aujourd'hui, l'employeur doit faire l'identification et l'analyse des risques pour les jeunes de moins de 16 ans. Donc ça, c'est une particularité qui va être inscrite dans la loi sur la santé et la sécurité au travail. Si vous cherchez sur Publication du Québec, vous ne verrez pas dans l'article 51 qui décrit les obligations de l'employeur. Mais c'est par une espèce de labyrinthe législatif que le ministre a mis à jour cette disposition-là. Donc, retenez que c'est en vigueur effectivement actuellement. Ça devra être inclus dans le programme de prévention ou le plan d'action. À partir du 6 octobre prochain, le programme de prévention ou le plan d'action devra être mis à jour. Donc ici, on parle beaucoup pour les employeurs de 20 travailleurs et plus. Je ne sais pas si c'est votre cas. Pour la plupart qui sont dans la salle, peut-être que vous avez au moins 20 travailleurs et plus. Ceux qui ont moins de 20 travailleurs, normalement, doivent avoir en place un agent de liaison. Ceux qui ont 20 travailleurs et plus doivent avoir un comité de santé et sécurité et un représentant à la SST. Toutes ces personnes-là qui participent à la mise en place des mécanismes de prévention dans cette grande réforme devront ou pourront participer à l'identification des risques spécifiques pour les moins de 16 ans. Donc, ça, c'est plus au niveau de la santé et sécurité. Les autres conditions, on a vu tantôt, c'était les normes du travail. Donc, en santé et sécurité,
il faudra que tous les intervenants considèrent les risques pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans. Ça en a fait beaucoup, hein, des modifications. Donc, j'ai tenté de résumer à la plus simple expression là, ce qu'il faut retenir de ces changements-là, sans entrer trop dans le dédale législatif. Passons au deuxième point, l'identification du risque et l'analyse. Je vais y aller un peu plus rapidement parce que, en fait, je vous présente ce qu'on a développé pour votre utilisation dans le cadre de cet événement-là. Donc, c'est toujours en application avec le cas de Joanie. Il faudra identifier les risques en cuisine. Donc, et aussi en salle. Donc, selon vous, euh, le- une fois qu'on a considéré qu'elle peut travailler puis qu'on a déterminé son nombre d'heures, il faut qu'on sache c'est quoi les tâches qu'on va lui confier. Donc, en cuisine, on pourrait lui confier quoi, selon vous, à l'âge de 15 ans? Avez-vous des idées de ce que vous pourriez faire pour l'inclure dans la cuisine, par exemple? Parce que tout notre programme d'accueil va être influencé par le choix des tâches qu'on va mettre en place. Donc, c'est comme notre première étape au niveau de la préparation de l'accueil. Donc, on parle de la plonge ici, laver la vaisselle, oui. Est-ce qu'on a d'autres tâches qu'on penserait donner à notre amie Joanie en cuisine ou en salle? L'accueil des clients, oui, bien sûr. Ben, évidemment, ça va dépendre toujours de ses aptitudes, hein, bien entendu. Mais ça pourrait être ça, au niveau de l'accueil, au niveau un commis, oui, mon point. Ça pourrait être ça. Est-ce que vous voyez d'autres tâches qu'on pourrait considérer? Parce qu'on va s'en servir pour la suite. En général, boss boy, oui, comme on dit en bon québécois. Donc, boss boy, bien entendu, ça va être une tâche qui pourrait être attribuée. Merci pour vos exemples. On va continuer avec la présentation parce que l'étape suivante, ça va être, une fois qu'on a déterminé nos tâches, ben, pour chacune des tâches, on devra déterminer c'est quoi nos risques. Ou du moins, on devra avoir identifié ces risques-là. Donc, si on prend, par exemple, de la tâche d'accueil, ben, est-ce qu'il y a des risques spécifiques par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez les donner dans le clavardage si vous voulez? Au niveau de l'accueil, quels seraient les risques que vous verriez pour Joanie, à titre d'exemple? On va commencer par celui-là. Est-ce qu'il y aurait des risques que vous seriez en mesure d'identifier? Je vais l'écrire à l'écran ce que j'ai vu. Euh, oui, on peut avoir harcèlement. On parle à la cuisine, se couper à la plonge, manutention des ustensiles, bon point aussi. Nettoyage des plaques. Oui. Plancher glissant, oui, effectivement. Donc, vous connaissez bien vos risques. Donc, une fois ces risques identifiés, euh, je vais fermer mon outil d'annotation pour pouvoir continuer. Oups, je vais juste effacer excusez-moi pour cette petite interruption. Voilà. Donc, vous m'avez donné quand même des bons exemples de risques par rapport aux tâches qu'on a prévues. On pourrait aussi utiliser les familles de risques. Vous l'aurez dans la présentation. Les familles de risques au Québec sont identifiées, ils étaient identifiés au début Ça fait longtemps qu'on fonctionne avec ces catégories de risques-là au Québec.
Ça a été à l'origine même de notre loi en 79. Donc, les principales familles de risques sont les risques chimiques, l'utilisation des produits chimiques, comme par exemple les produits de plonge, par exemple, les nettoyants à plaques. Les risques à la sécurité, c'est les risques qui impliquent un mouvement, comme tomber sur, glisser sur, être frappé par. Donc, les chutes en cuisine, c'est associé à ça. Les risques ergonomiques, ça va être par exemple à tous les risques qui peuvent générer des risques de troubles musculo-squelettiques, comme les blessures ou des blessures au dos, par exemple, les manutentions, les lourdeurs des charges, etc. Les risques physiques, c'est en rapport à les conditions ambiantes du lieu de travail, donc chaleur, humidité, température. Les risques biologiques, évidemment, c'est le contact avec des virus ou des bactéries. Par exemple, au niveau de l'accueil, tu sais, si on est exposé à des virus. Et les risques psychosociaux, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là aussi. Par exemple, si on fait travailler Joanie comme hôtesse, elle pourrait peut-être être victime de harcèlement et ou de violence en milieu de travail. On sait que dans le domaine de la restauration, on a déjà fait un webinaire là-dessus sur le harcèlement et la violence, donc ça peut être une possibilité de risque dans votre milieu de travail. Bien, c'est sûr que là, on fait une identification rapide des risques. Évidemment, il faudrait faire un tour de piste plus important, plus détaillé dans votre établissement. Vous avez des outils disponibles sur le site de la RQ qui pourront vous aider justement à identifier ces risques-là. Au surplus, sachez on finalise actuellement la préparation d'un guide d'accueil des jeunes travailleurs qui va être diffusé, si je ne me trompe pas, M. Vézina, vous pourrez me corriger, mais on a prévu de le diffuser ou de mettre en ligne au mois de mai, si je ne me trompe pas. On est en train de réviser la version finale pour pouvoir le mettre en ligne. Et dans le guide, toutes ces étapes-là vont être écrites. Et il y aura référence aussi à tous les outils qui sont disponibles sur le site de l'association, dans son portail SST restauration.com, comme le mentionnait M. Vézina tout à l'heure. Donc, les grandes familles de risques, c'est comme votre base, sur laquelle travailler. Mais on l'a fait pour vous, l'identification. Donc, on va vous permettre de sauver du temps dans toute cette préparation-là de l'accueil. On a ciblé, et ça, on a tiré cette analyse-là, cette identification des risques et analyse, c'est celle qu'on a faite pour la mutuelle Télésanté de la restauration. Mais même si vous n'êtes pas membre de la mutuelle, vous pourrez bénéficier de cette identification-là qui est déjà faite. Donc, on a ciblé que les risques sont physiques, donc blessures avec les équipements de cuisine, coupures, brûlures, chutes et glissades. Donc ça, selon nos données, c'est ce qui est à prioriser. Au niveau des produits chimiques, ben, il faut considérer les produits qui sont utilisés en cuisine principalement. Les produits de nettoyage courants ou qu'on appelle domestiques, les produits domestiques, qui sont utilisés en salle pour, par exemple, relaver les tables. C'est des produits d'usage domestique, normalement, ne sont pas contrôlés par le SIMDUT, mais ils ont quand même des possibles effets sur la santé. Si vous utilisez des produits d'un fournisseur, ben, tout ce qui est produits chimiques dans votre établissement devrait être aussi à considérer. Donc, inhalation, contact avec des produits chimiques. Les risques de nature ergonomique, comme on en a parlé tantôt, avec les manutentions, douleurs musculaires ou articulaires, fatigue, et finalement les risques psychosociaux, qui sont le stress lié à la charge de travail. Là, on ne parle pas uniquement de la charge au restaurant, mais on parle dans un contexte plus élargi, sa charge travail et études. Donc, c'est une source de stress plus importante pour le jeune, particulièrement au secondaire, comme on le mentionnait tantôt. Des conflits au travail, vous avez signalé ça tantôt au début, harcèlement et aux violences, puis les heures de travail irrégulières. Donc, en partant, si votre identification des risques n'est pas faite, vous pourriez partir de là, entre autres, pour votre obligation d'identifier pour les moins de 16 ans. Ça va faire la job. Donc, vous pourriez utiliser ces données-là. On a fait aussi une analyse des risques, parce que normalement, tout employeur de 20 travailleurs et plus doit faire une identification, une analyse des risques. Donc, on a fait ce travail-là pour vous. Donc, ce qui est prévu, et ça va aussi faire partie du fameux guide d'accueil des jeunes travailleurs, cette description-là de l'analyse du risque.
Ce qui est en rouge, évidemment, c'est ce qu'on suggère aux clients de ne pas attribuer à un jeune travailleur. Donc, ce qui est au niveau du trancheur à viande, mélangeur, coupe légumes, ainsi que nettoyage de la friteuse, de la plaque et du four, on ne les recommande pas à nos clients mutuels pour les moins de 16 ans. Donc, ça, c'est en rouge, on devrait éliminer ça. C'était correct tantôt de peut-être penser à la plonge, mais au-delà du fait de son âge et de cette priorisation-là, il ne faut pas oublier qu'il faut la former et l'informer correctement sur les risques. À la plonge, c'est quand même une situation où il pourrait avoir des risques de coupure, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, j'aurais tendance à l'inclure là-dedans ici. Euh, c'est moins de 16 ans selon le terme de la loi. Attendez un petit peu. 16 ans et moins. Une tâche qui pourrait avoir des conséquences sur le développement de 16 ans. Donc, c'est 16 ans inclusivement. Donc, alors, on a fait cette priorisation-là. Euh, donc, vous pourriez vous en servir. Donc, tout ce qui est serveur, vous voyez, c'est en vert. Donc, on pourrait donner à peu près n'importe quelle tâche à Joanie au niveau du service en salle. Moyen au niveau de la plonge, comme on vient de l'expliquer. Puis, encore en vert pour commis débarrasseur ou boss boy, comme on l'appelle en bon québécois. Pardon. Donc, vous pourrez mettre ces documents-là, cette identification-là et cette priorisation-là déjà dans votre plan d'action. Si vous êtes en mutuelle, on le fait pour vous. Donc, c'est déjà inclus dans la mise à jour de votre programme de prévention ou de votre plan d'action en mutuelle. Pour les autres, ben, vous pourrez vous en servir puis inclure ça dans votre documentation en santé et sécurité au travail. Donc, ceci dit, on va prendre le temps qui nous reste pour les bonnes pratiques en accueil. Il y en a trois principales bonnes pratiques. Un, susciter l'engagement du travailleur. Donc, il faut qu'on s'assure que notre travailleur il va collaborer à son accueil. Donc, ça, c'est pas mauvais lorsqu'on embauche le jeune de faire un retour sur ses obligations, ses devoirs en fonction de la loi sur la santé et la sécurité au travail. En parler, c'est bien. Dans l'accueil, il faut le répéter souvent. Donc, il doit se protéger, protéger ses collègues. Donc, il doit participer, entre autres, à identifier les risques. Donc, ça veut dire, entre autres, qu'il s'implique au niveau de son engagement dans son accueil. La deuxième bonne pratique, c'est avoir en tête les objectifs de l'accueil. Le but, c'est pas seulement de le former, de l'informer, mais de faire valoir vos valeurs par rapport à ça en santé et sécurité au travail. Donc, de montrer votre crédibilité par rapport à ça. Donc, quand on est bien prêt pour faire l'accueil, ben, on peut répondre à cet objectif-là rapidement. Donc, il y a 4 étapes bien simples. Puis, vous allez voir, c'est très facile de le faire. Puis, une fois que vous êtes structuré, vous pourrez répliquer ce modèle-là pour chaque jeune que vous allez engager et aussi pour les autres travailleurs, parce que peu importe l'âge, on pourrait répondre avec ces 4 étapes-là. Donc, la première étape, c'est la préparation avant l'arrivée. Et ici, ben, il faut d'abord identifier les tâches, les risques. On vient de le faire, par exemple, pour Joanie, et choisir les méthodes, les procédures applicables. Vous avez la chance d'avoir une association qui a développé énormément d'outils en ligne pour avoir cette identification-là des risques déjà toute prête. Je vais vous montrer un modèle de fiche d'intégration dans quelques minutes. Il faut identifier les formations. C'est déjà aussi inclus dans vos documents sur le site de l'ARQ. Et il faut prévoir, idéalement, on devrait lui donner un accompagnateur, si on veut. Donc, quelqu'un qui va faire office de parrain, donc un travailleur plus expérimenté, habituellement, ça peut être le superviseur ou un autre travailleur dans la cuisine ou en salle qui va pouvoir encadrer les premières journées, les premières semaines de son travail dans l'organisation. Donc, ça, c'est la première étape, la préparation. Et je voulais vous montrer un modèle qui est déjà tout prêt dans le site de l'Association Restauration Québec. Ce sont les fiches d'intégration à la tâche. Il y en a pas pour toutes les tâches, mais il y en a pour les principales, donc, par exemple, être cuisinière. Donc, ce document-là
vous permet, entre autres, de présenter, de ne pas oublier toutes les politiques et procédures qu'on veut présenter lors de l'accueil d'un employé. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'on a aussi les risques qui sont associés et les mesures ou les comportements sécuritaires qui sont recherchés dans l'application de ces tâches-là. Donc, évidemment, tantôt, il faut considérer qu'on a dit qu'on ne recommande pas certaines tâches. Donc, par exemple, trancheuse à viande, bien ça ne sera pas applicable pour notre jeune, mais on peut tout simplement l'enlever du document pour le cas d'un jeune travailleur. Mais pour toutes les autres, tu sais, nettoyer et découper les aliments, par exemple, ben, vous avez ici, à titre de rappel, des comportements sécuritaires à présenter. Puis la beauté de l'affaire, c'est que vous avez en plus un outil de suivi. Vous pouvez cocher quand vous l'avez expliqué. Quand on voit dans le suivi, on va en parler dans quelques minutes, le suivi qu'on va faire de ces apprentissages, ben, ça va dépendre de sa rapidité à intégrer le geste. Donc, peut-être qu'on aura à faire 2 ou 3 suivis pour une mini-formation qu'on fera sur une méthode de travail. Mais donc, on pourra cocher lorsque ça sera fait. Quand c'est validé, la jeune Joanie applique correctement la mesure. Bien là, ici, on coche validé. Donc, par exemple, on pourra se servir, soit le superviseur immédiat ou encore le parrain pourra se servir de cette liste de comportements-là recherchés pour faire l'accompagnement du jeune. Donc, et vérifier à l'occasion ses apprentissages. Le deuxième, donc ici, on était dans l'étape préparation. La deuxième étape, c'est l'accueil et l'intégration du jeune à proprement dit. C'est la journée même de son début. Il faut commencer tout de suite à lui présenter ces procédures-là et ces politiques-là, lui faire connaître les valeurs, puis démontrer que c'est important la santé et sécurité dans l'organisation. Une bonne pratique, c'est avoir un parrain. Donc, si je récapitule les pratiques, susciter son engagement lorsqu'il arrive dès la première journée en lui rappelant ses obligations, en lui faisant part de c'est quoi ses droits, mais aussi ses obligations en santé et sécurité. Au niveau de la préparation, aller chercher le ou la fiche, les ou les fiches applicables d'intégration qui sont inclus déjà dans le site de la RQ. Et enfin, peut-être déterminer un parrain si vous pouvez le faire vous-même, tant mieux. Sinon, choisir un travailleur ou une travailleuse expérimentée. Quelqu'un qui est patient, qui explique bien les choses habituellement. Donc, ça n'a pas besoin d'être un formateur agréé pour ça. Mais il faudra il y ait une partie pratique, donc une démonstration en lui montrant les tâches à faire de façon sécuritaire. Donc, ça prend quelqu'un qui est déjà sécuritaire d'avance et faire une période d'observation et d'accompagnement dans les premiers jours, les premières semaines pour être sûr que le jeune applique correctement la procédure et de vous fournir des rétroactions qui sont efficaces en fonction de ça. Toujours documenté comme on le mentionnait tantôt. Et finalement, la dernière étape de l'accueil, c'est la supervision et suivi. C'est de faire quelques vérifications dans les jours, les semaines pour vérifier qu'il a adopté le comportement attendu. Donc, si vous appliquez ces 3 bonnes pratiques-là, donc susciter son engagement, se structurer, donc bien préparer l'accueil, puis lui fournir un accompagnateur pour être sûr de pouvoir suivre sa petite évolution dans les premiers jours, ben, vous êtes plus en mesure de bien encadrer votre jeune puis réduire le nombre de blessures autant que possible. Au surplus, en plus des fiches d'intégration que je vous parlais tantôt, il y aura le guide, mais il y a aussi des procédures, des nouvelles procédures de travail sécuritaire que l'équipe de prévention de la mutuelle de TELUS Santé a préparées et seront rendues disponibles sur le site sst.restauration.com. Donc, entre autres, il y aura très prochainement l'ajout des procédures sécuritaires pour les mandolines, les tranches tomates, l'entreposage du matériel, la manutention de charge et la soupière. Donc, déjà, une panoplie de ces procédures-là pourrait être applicable dans l'accueil d'un jeune travailleur. Donc, ça pourrait être intéressant d'utiliser ces nouvelles procédures-là qui vont être déposées très bientôt. On est au mode de révision finale pour le dépôt de ces procédures-là. Et bien sûr, le fameux guide dont je vous parlais tout à l'heure.
Dites-vous que le guide, c'est un peu le texte écrit ou la synthèse de la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme votre manuel du participant d'aujourd'hui. Donc, ça vous permettra de revoir ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui dans une démarche écrite en continu. Donc, et ce guide-là va inclure des liens vers les différentes pages du site de ccstrestauration.com. Donc, on a voulu vraiment miser sur quelque chose de très pratico-pratique pour vous réduire le temps de préparation pour être bien prêt puis bien adapté au travail des jeunes dans votre restaurant. Donc, un exemple qui sera inclus aussi dans le guide, vous aurez deux choix en fait. Vous aurez les grilles de parrainage qui existent dans le site. Donc, c'est les fameuses grilles que je vous parlais tout à l'heure, être cuisinier, débarrasseur. Donc, vous voyez, vous avez une fiche d'intégration pour le débarrasseur. Vous avez une fiche d'intégration pour le serveur puis le plongeur. Donc, tous ces documents-là s'appliquent parfaitement au travail des jeunes avec quelques adaptations mineures, ça va de soi. Si vous respectez la priorisation qu'on vous a montrée tantôt, donc il y a certaines tâches, si vous ne voulez pas leur donner, vous les enlevez, mais le document est déjà tout fait d'avance. Donc, vous aurez ce premier modèle de grille de parrainage-là, et vous aurez aussi dans les guides un modèle vierge qu'on va vous laisser disponible par rapport à l'accueil et l'intégration des travailleurs elle va être inclus au guide des jeunes là, que l'association va déposer bientôt. On arrive à la fin de notre webinaire. Je vous avais promis 10 minutes, mais il nous reste 5 minutes, donc je peux rester encore pour ceux qui auraient d'autres questions par rapport au contenu. Je vous invite à me faire part de vos questions, soit dans le clavardage ou je pourrais vous donner la possibilité d'ouvrir votre micro si vous le voulez. Est-ce que vous avez des questions pour moi euh, que ce soit au niveau du clavardage ou vous pouvez aussi lever la main si vous avez encore du temps pour me poser des questions. On arrive à la fin de notre webinaire. Des questions par rapport à, j'ai la plupart, je les ai répondues en cours de route, comme l'âge, entre autres, notamment. Je n'en vois pas dans le Q&A non plus. Donc, s'il n'y a pas de questions, on arrive à la fin de notre webinaire. Monsieur Vézina, vous pouvez peut-être faire une conclusion? Ben, en effet, puis premièrement, merci beaucoup, Maryse, pour cette Merci. présentation. Je pense que tout le monde en a profité. Puis j'espère pour vous qui écoutez que l'information vous a été utile, que vous êtes dans le même mieux disons, outillés pour planifier l'intégration de vos jeunes travailleurs dans votre établissement. Juste prendre note qu'on va vous envoyer un sondage de satisfaction à la suite de ce webinaire. Nous vous invitons à le remplir rapidement dès la réception. Ça va nous permettre de nous améliorer, savoir si ça a bien été pour vous, vous avez vécu une bonne expérience, vous avez appris des choses. Et encore une fois, ben, je vous remercie, puis je vous souhaite à tous une belle journée aujourd'hui. Au plaisir de se revoir dans un autre webinaire. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir d'être là. Bonne fin de journée. OK. Je-